Il m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue surtout dans le point littéraire, votre rendez-vous avec les mots qui soignent, les idées qui élèvent et les plumes qui transforment. Aujourd'hui, nous ouvrons les pages d'un ouvrage qui ne se contente pas de parler de douleur. Il l'apprivoise, il la traverse, il en fait un terreau de croissance, vivre dans l'expectative du meilleur pour mieux se construire. C'est le titre puissant et promoteur du livre que nous explorons, un livre qui nous parle d'espérance lucide, de résilience active et de transformation intérieure. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir l'une de ses co-auteurs, Diane Juliette Fotso, coach de vie, conférencière, passionnée de développement personnel. Elle nous invite à revisiter nos repères, à réactiver nos ressources et à croire même au cœur de l'épreuve en la possibilité du meilleur. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et votre cœur. La parole se fait chemin et la littérature devient souffle. Diane Juliette Fotso, bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi Jean-Jacques. Approchez-vous un tout petit peu du micro. Ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer. Bon après-midi Jean-Jacques et bon après-midi à tous nos auditeurs. Ça fait quand même plusieurs années ou mois qu'on s'est rencontrés sur les antennes de Royal FM. Cette fois-là, c'était pour présenter un autre livre. Si. Oui. En 2022. 2022. Oui. Donc ça fait à peu près 3 ans. Oui. Nous avons présenté Résister aux managers toxiques pour réexister. Oui. Qui était aussi un ouvrage de transformation de soi face à la douleur. Mais celui-ci ne se contente pas d'une thérapie, mais cet ouvrage permet d'aller un peu au-delà pour bâtir une vie pleine de sens. Pouvez-vous nous raconter la genèse notamment de ce livre? Qu'est-ce qui l'a inspiré? Jean-Jacques, ce livre est né d'une conviction personnelle. Selon laquelle l'espérance active permet de connecter le cerveau avec les évolutions en neurosciences, permet de connecter le cerveau à ce que nous désirons au plus profond de nous. Elle est aussi l'œuvre, je veux parler de l'œuvre, elle est aussi notre cheminement avec Aurore pour moi et pour le co-auteur Namsi, Damdam et Efuna, j'en passe. Ces personnes qui étaient coincées, emprisonnées par leur passé et qui n'arrivaient pas à vivre pleinement leur vie. Donc, ils étaient comme des spectateurs de leur propre vie et du succès des autres. Mais à travers un changement de paradigme dans le suivi, ils sont devenus des acteurs de leur propre vie. Et ils ont créé une nouvelle réalité. Ils ont révélé au monde la meilleure version d'eux-mêmes. Vous avez parlé d'Aurore. Aurore, c'est cette rencontre. Après, notamment une conférence que vous avez donnée quelque part. Quelqu'un est venu vous rencontrer. Vous a fait savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de votre accompagnement en quelque sorte. Après moult hésitations, vous décidez quand même de rencontrer Aurore. Et cette femme semble avoir le ciel qui lui tombe dessus. Oui, Aurore, je voulais l'écouter juste parce que son frère insistait à l'écoute. Mais quand je l'ai écoutée, je me suis sentie
investi de la mission de l'aider à sortir de ce traquenard. Quand vous lisez l'histoire d'Aurore, elle arrive à compter le nombre de jours de douleur. Elle dit 846 jours que je vis un enfer indescriptible. Et c'est la situation de beaucoup d'entre nous qui préfèrent s'apitoyer sur leur sort, se victimiser. Et cet état de choses ne permet pas l'action ou la transformation de la situation actuelle. Le titre est d'abord fort. Vivre dans l'expectative du meilleur pour mieux se construire. Comment est-il né? Pourquoi ce titre-là particulièrement? L'expectative du meilleur, c'est déjà cette espérance active qui se distingue de l'espoir tout court. Parce que l'espoir peut être de temps en temps teinté de doute, alors que l'espérance active vous pousse à l'action. Et comme je disais tout à l'heure avec les prouesses des neurosciences, le cerveau est désormais activé et l'individu a besoin d'être... Il se trouve audacieux, contrairement à celui qui s'apitoie, il se victimise, il se dit que c'est comme ça. Que tout est fini. Ouais, c'est fini, je n'y peux rien, c'est comme ça dans ma famille. Alors que l'autre, qui a juste changé cette perception de l'échec, considère cela comme une situation passagère et avec l'espérance active, il pense à l'avenir. Et si vous voyez encore bien, Jean-Jacques... La première découverture. Il y a quand même cette main-là qui tient une plante. Oui, je vais vous l'expliquer. L'image est en elle-même l'allégorie visuelle du titre. Parce que nous avons les trois grandes idées. La lumière dorée représente l'expectative. Oui. La terre, sont ces épreuves inévitables qu'on pourrait... De la vie. Ouais, de la vie. La jeune plante, ça représente la croissance. Donc, cette personne qui utilise les épreuves pour croître et sous l'impulsion de l'expectative. Oui. Ouais. En toile de fond, il est clair que la souffrance n'est pas une fatalité. Quelquefois, il faut passer par la souffrance, même la souffrance la plus extrême, pour peut-être apprendre à se connaître et se relever plus fort. Tout à fait. C'est pour cela que nous disons que le bonheur ne réside pas en l'absence de difficultés, mais en cette capacité pour l'homme de transformer le chaos existentiel en une matrice de croissance. C'est important de le savoir. Alors, vous parlez d'espérance lucide. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Oui, quand nous parlons de l'espérance lucide, c'est cette espérance qui s'accompagne d'action. Parce que si l'espérance, si on associe l'espérance lucide à cet optimisme actif, donc l'individu pense, il saisit des opportunités. Alors que lorsqu'on a cette espérance naïve, même les opportunités passent, on ne voit pas parce qu'on est focalisé à la douleur, on est focalisé à la situation inconfortable dans laquelle on se trouve actuellement. On est tenté tout de même de se dire que non, rien ne va, c'est une tragédie, on s'apitoie sur son sort. Alors comment est-ce qu'on transforme la douleur en levier de croissance sans tomber dans le déni? Oui, pour transformer cette douleur, il faut déjà la reconnaître. Il faut reconnaître et savoir que Dieu, quand il nous a créés, il nous a dotés des potentialités. Il nous a dotés des qualités. Mais parfois, nous végétons sans nous-mêmes déceler notre mission de vie. Et tant qu'on ne décèle pas sa mission de vie, la vie qu'on mène, c'est comme une photocopie. Et maintenant, pour déceler sa mission de vie, il faut se connaître déjà. Oui, parce que la Sainte-Thérèse permet à l'homme non seulement de se rapprocher de tout ce qui est bien, de faire du bien, mais également ça l'aide à écarter toute situation qui pourrait suffoquer son bien-être personnel. Donc on a conscience de cela, on se dit qu'on a ces ressources en soi, mais ces ressources sont parfois endormies parce que nous sommes occupés peut-être parfois par la comparaison, parfois par les vies des autres. On voudrait que notre vie soit la même, mais même les jumeaux n'ont pas les mêmes vies, ils n'ont pas les mêmes épreuves. Donc on accepte qu'on a une situation singulière
et que de chaque situation que nous pouvons rencontrer, par la suite, nous pouvons réfléchir et aller vers notre mission de vie. Donc, toute épreuve, tout événement positif nous conduit toujours vers cette meilleure version de nous-mêmes. Pas de comparaison. Faut pas se dire que la voisine a désormais un mari et pas moi. Peut-être que je suis plus jolie qu'elle ou bien je me trouve plus jolie qu'elle. On ne doit pas chercher tout de suite à regarder chez le voisin en se disant qu'on suit son chemin. Et peut-être même on n'est pas en retard, on a le bon rythme. Ah oui, tout à fait, Jean-Jacques. Ne pas se dire que j'ai 30 ans, mon ami qui a 28 ans est déjà dans cette situation, ça veut dire que je suis en retard. Non. Le timing, pour celui qui a pris conscience, tout le timing est bon. Vous avez dit qu'il faut apprendre à se connaître. Y a-t-il des exercices à faire soi-même à la maison tous les matins ou bien tous les soirs pour apprendre réellement à se connaître, à déceler le talent qu'on possède pour s'investir entièrement? C'est vrai que pour certains aspects, vous avez besoin d'être accompagné. Il faut être accompagné parce que c'est à travers des échanges qu'on découvre par exemple que l'autre a une mésestime de soi qui ne lui permettra pas d'aller de l'avant ou bien de vivre une vie pleine de sens. Donc pour certains détails, on a besoin d'être accompagné. Mais ce quotient d'adversité auquel nous interpellons notre lectorat à développer peut déjà se faire par un entraînement régulier. C'est-à-dire quoi? Face à la difficulté, face à l'épreuve, ne pas se dire que tout est fini. Toujours se dire que cette épreuve est en train de m'enseigner. Quelle est la leçon que pourrais-je tirer de cette épreuve? Et là, le cerveau se met plutôt en mode solution et non en mode apitoiement, en mode victimisation. Que rien ne va. Oui. Donc, dès que vous êtes habitué à vous dire que à travers cette épreuve, qu'est-ce que je peux apprendre? Le cerveau fonctionne autrement. Voilà. Vous êtes dans une situation, on va prendre vraiment un cas pratique. Vous êtes sorti de l'école il y a 5 ans. Oui. Vous n'avez toujours pas d'emploi. Oui. Vous avez désormais, vous êtes tout seul. Vous avez un loyer à payer et vous constatez que ça fait 6 mois. Et le bailleur commence à vous regarder de travers. Vous sentez que son niveau de patience est déjà mis à rude épreuve et donc nécessairement va vous demander à un moment donné de partir. À côté de ça, vous avez votre femme, enfin je vais dire votre petite amie. Bon, c'est vrai que c'est pas très cohérent. Laissons la petite amie, disons que vous voulez vous engager. Vous êtes un homme, vous êtes un jeune étudiant, vous êtes sorti 5 ans, vous n'avez pas de travail, vous voulez vous engager. Vous avez comme ça fait un enfant. Et puis, on vous dit, il faut aujourd'hui que l'enfant mange, il faut que l'enfant aille à l'école, tout le reste. Est-ce que là, on ne va pas tomber des nuits et se dire, oh, ma vie est finie? On commence par où? Vous avez parlé de la situation d'un étudiant qui vient de finir. Oui, il a fini il y a 5 ans. Voilà. Toujours pas d'emploi. En ressources humaines, on doit lui poser déjà une question. Est-ce qu'il cherche activement du travail? Oui, parce qu'il y a une chose, finir les études et ne pas chercher le travail en espérant que peut-être le travail viendra nous retrouver. Est-ce qu'il cherche? Je vais lui poser cette question. Qu'est-ce que tu fais pour sortir de cette situation? Parce qu'on ne pourra pas être sauvé sans action. La base de cette vie pleine de sens, il y a l'action. C'est pourquoi on dit l'espérance active. On espère par un emploi sans avoir multiplié les possibilités de recherche d'emploi. Je vais lui poser cette question. Et puis je vais lui demander, par curiosité, parce qu'il faut comprendre sa situation, pourquoi décider de prendre un loyer alors qu'on n'a pas cette possibilité de payer? Est-ce que les parents ne sont pas proches? Peut-être c'est mieux de faire encore profil bas, parce que parfois c'est juste un orgueil. On se dit, je suis quand même déjà grand, il faut que je prenne... Il faut rentrer à la maison familiale. Parfois c'est nécessaire pour rebondir. Parfois c'est nécessaire pour rebondir. Je veux dire, si j'étudie la situation, j'échange avec cette personne, je crois certainement que nous allons trouver des pistes de solution. Parce que lorsque vous lisez l'histoire d'Aurore, c'était presque similaire. Elle avait perdu son emploi, et son conjoint avait perdu leurs économies. Et en échangeant avec elle, elle a découvert qu'elle pouvait faire des petites ventes. Et à travers ces ventes, elle a pu relever sa situation. Donc, c'est en échangeant avec la personne, comme on le fait un peu dans la maïtuque, c'est pratique. Donc, plus la personne répond, plus ça vous oriente. Et elle-même, parfois, vous dit, ah, je vois que je peux faire telle chose. D'accord.
On marque un break et on revient. Royal FM. Hello, avec Momo Help, emprunte jusqu'à 100 000 francs pour effectuer tes transactions et rembourse plus tard. Souscris au étoile 126, étoile 61 dièse. Alors, si vous nous prenez à l'instant, c'est le point littéraire sur Royal FM. Nous recevons Diane Juliette Fotso. Elle nous parle de son livre, du moins sa coécriture avec Magloire Kunga Tagneux. Le titre, c'est « Vivre dans l'expectative du meilleur pour mieux se construire ». Un livre préfacé par le professeur Alphonse Nganglouzoum et postfacé par le docteur Joseph Mazoula Ayinepa. Il faut dire quand même que le livre est reparti en deux grandes parties dans le livre. Alors comment s'est fait finalement le choix de qui va écrire la première partie et pour quelles raisons? Parce que c'est quand même une coécriture. Il y a votre première partie et puis il y a la partie de Magloire Kunga Tagneux. Alors comment s'est effectué le choix notamment des parties, des sujets à traiter en fonction de quoi? Je vais vous donner notre petit secret. En fait, c'est un ouvrage personnel. Et c'est au moment de la lecture, il a dit, je crois que je peux apporter une collaboration pour davantage aider le lectorat à gagner encore un peu plus de ce que tu as voulu développer. Donc au départ, le titre, c'était « Vivre dans l'expectative du meilleur ». Et comme il aborde la partie construction, donc il va de soi que cette deuxième partie vienne à cette position-là. Et les questions d'approfondir votre réflexion déjà entamée. Oui, c'était ça en fait. Il faut trouver l'équilibre dans la souffrance. Comment est-ce qu'on arrive à le faire? Est-ce qu'on a le temps de se poser des questions lorsque ça ne va pas? C'est pourquoi je dis, lorsqu'on a une épreuve passagère, on peut soi-même se soigner, trouver une raison d'avancer. Mais lorsqu'on a cette succession d'épreuves, parfois c'est nécessaire de demander un petit soutien. Nous négligeons beaucoup la santé mentale. Pourtant, lorsque l'individu est déjà accablé, il a besoin qu'on lui tende la main pour sortir de ce chaos. Il n'a pas suffi pour Aurore longtemps, c'était pas en termes de moi franchement, il n'a pas suffi longtemps pour que elle-même me dise que j'ai compris beaucoup de choses. Lorsque nous avons fait le tour du cimetière, par exemple, parce qu'elle me disait c'est fini, je dis, on est passé là tout silencieuse, et après elle me dit je ne suis pas perdue, parce que ceux qui sont là ne peuvent plus rien faire, mais moi je vis. Elle a découvert qu'elle avait cette vie-là en elle et qui pouvait lui permettre d'oser, de rêver malgré le chaos dans lequel elle se trouvait. Donc parfois lorsqu'on est acculé, lorsqu'on vit vraiment ce cataclysme existentiel, il faut avoir le courage de demander de l'aide. Alors, justement, au niveau de la première rencontre avec Aurore, quand les auditeurs vont lire le livre et vont davantage comprendre, pourquoi un premier rendez-vous dans un cimetière? Comme je l'ai dit. Parce qu'en réalité, on se pose bien cette question. Quelqu'un vous rencontrer quelqu'un qui est déjà suffisamment éprouvé sur le plan émotionnel. Est-ce que l'amener au niveau du cimetière ne va finalement pas faire que la personne se retrouve mal en point davantage que ce qui était déjà le cas? Je vais dire là que c'était un sixième sens. J'étais guidée, je sais pas, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, dans cette partie, c'est moi. J'étais guidée comme par une force supérieure à moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas comprendre pourquoi je l'ai amené là-bas. Je l'ai amené là. Et puis, dans un bar. Par la suite, on est allé au palliatif. Et c'est après tous ces tours-là qu'elle a réalisé qu'au-delà de tout, elle avait encore beaucoup à faire ici-bas. Parce que
Il y a ces personnes-là qui n'avaient plus d'espoir. Oui, tout était terminé. Par contre, on pourrait dire qu'ils n'avaient plus d'espoir. Elle était en santé. C'est vrai qu'elle était acculée par des petites maladies liées au stress. Et elle a pris conscience de cela. Elle a cessé de stresser et de penser justement à cet avenir qu'elle voulait s'offrir à elle-même. Donc, lorsqu'on est face à la difficulté, face à une souffrance qui perdure, ce serait bien de demander de l'aide. Oui. Pour se faire accompagner. Oui. Il y a cette approche sur l'échec qui nous interpelle aussi. À l'école, on nous disait que échouer est une mauvaise chose. On fouettait les échoués. Quelquefois même, lorsqu'on faisait les rangées, il y avait les rangées des présidents, des députés, et puis il y avait les rangées des losers. Donc, échouer était une mauvaise chose. Vous nous dites aujourd'hui que échouer, c'est une façon d'apprendre. Oui. Nous avons eu cette éducation-là. Moi-même, c'est ce qu'on nous avait toujours dit. Et notre rapport à l'échec nous a conduit donc à nous victimiser, à voir le chaos partout où il y a échec. Alors que lorsque nous arrivons à développer, le quotient intellectuel est amplement développé à l'école, mais le quotient d'adversité, il est mis de côté carrément. Beaucoup d'écoles ne s'intéressent pas au quotient d'adversité de l'enfant. C'est pourquoi parfois certains enfants, après l'échec, ils se suicident. Oui, on a vu aux examens officiels. Voilà, beaucoup de cas. J'insiste souvent lors de mes rencontres avec les enfants. Je dis dans la vie, il y a deux choses. On peut échouer et on peut réussir. Et quand on échoue, il ne faut pas se mettre uniquement à pleurer. Pourquoi j'ai échoué? Est-ce que j'étais à l'aise dans toutes les matières? Quelle est la matière qui aurait pu conduire à mon échec? Et là, ça permet peut-être de solliciter de l'aide des parents, peut-être un répétiteur. Donc, cet échec aurait permis à l'élève de comprendre quelles étaient ses lacunes. Et celui-là, s'il se fait accompagner, il va faire des meilleurs résultats. Voilà. Donc, si vous avez échoué, si vous rencontrez des échecs, il faut savoir que ce n'est pas une fatalité. Vous apprenez une fois à faire une chose ou à atteindre vos objectifs. C'est un discours qui est difficile à passer quand même quand quelqu'un a fait plusieurs concours d'entrée, notamment à la fonction publique, et qu'il a totalement échoué. Il s'est dit non, je ne peux plus rien, il faut tout de suite prendre la route pour le Canada. Moi, je dis toujours aux personnes, on peut essayer, peut-être dans le domaine de l'enseignement, ça ne marche pas. Et on se dit, je peux faire des consultations, par exemple. On n'est pas peut-être prêt à faire se jeter dans l'enseignement, mais on peut faire des consultations et s'en sortir. Donc, il faut permettre à son cerveau d'explorer ces possibilités qui peuvent exister par rapport à notre domaine et les explorer et de voir les résultats. Jusqu'où ça peut aller. Oui, tout à fait. C'est important de le dire aussi. Et quelquefois, vous dites qu'il faut lâcher prise. Dans quel contexte il faut lâcher prise? À quel moment on se rend compte qu'on s'est suffisamment battu et que là maintenant, il faut quand même un peu lâcher prise? Le lâcher prise est plus par rapport aux situations insoutenables que nous traversons. Vous voyez par exemple, vous perdez un être cher, vous vous mettez à pleurer de lundi à dimanche et ainsi de suite. À un moment, il faut accepter que cette personne était arrivée, avait accompli sa mission sur Terre et est partie. Vous avez la vôtre à accomplir. Donc, vous acceptez la situation en elle-même et vous décidez, vous prenez cette résolution aussi d'aller de l'avant. Bon, maintenant, s'agissant des situations, peut-être pour cet étudiant qui a déjà échoué, il a essayé plusieurs fois. Il faut explorer d'autres couloirs. Explorer d'autres couloirs. Voilà. Il ne faut pas rester focus. Il faut se dire que si ça n'a pas marché à gauche, il faut peut-être aller à droite. Alors, en tant que coach de vie, comment vous arrivez à relier votre pratique professionnelle à cette réflexion littéraire? Donc, la chance que j'ai, c'est que mon travail me permet de beaucoup lire. Et c'est un adjuvant pour ce que je fais. Donc, je ne trouve pas de chemin difficile pour atteindre mon objectif. Au contraire, ça vient compléter chaque jour les connaissances acquises parce que quand j'anime des formations en entreprise,
je suis obligée parfois de me mettre à jour par rapport à certaines terminologies. Et lorsqu'il me vient le moment d'écrire aussi, je me mets encore à la lecture. Oui. Donc mon travail au quotidien... c'est un peu lié en fait. Oui, c'est lié. Ouais. C'est important. Alors, quelle place la spiritualité occupe dans votre conception de la résilience? Oui, la résilience... lorsque nous abordons d'abord la croix du Christ, on sait qu'après le calvaire, il y a eu la résurrection. Et puis, lorsque vous parcourez la Bible, vous rencontrez beaucoup de textes qui vous aident à aller de l'avant. Comme je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que face à la difficulté, on a cette tendance à se dire je ne suis pas seul. J'essaie avec quelqu'un de plus fort, quelqu'un de tout puissant et qui va m'aider à combler mes lacunes. Donc, et lorsque vous revenez avec la Sainte-Thérèse évoquée par le révérend Magloire, il dit la Sainte-Thérèse, c'est cette conscience innée en l'homme qui lui permet d'être attaché aux valeurs morales, de faire ce qui est bien et surtout de pouvoir aussi écarter de son chemin, écarter de sa vie tout ce qui peut être contraire à son bien-être. Donc, lorsque vous voyez que Dieu, dans son amour infini, nous a pu doter de ses potentialités, comment ne pas bâtir sa résilience sur la foi? Autant d'éléments contenus dans le dit ouvrage pour les auditeurs qui auront à la voir. Nous allons donner d'ailleurs les moyens pour l'obtenir un peu avant l'émission. Vous parlez aussi de la pensée positive. La pensée positive et surtout l'impact que ça peut avoir sur votre cheminement, sur votre volonté aussi de traverser les obstacles. Tout à fait. C'est facile de garder la pensée positive lorsque on est dans des conditions extrêmes. La pensée positive, cette fois-là, est comme ce levier-là qui vous permet de croire que ça va aller. Comme nous le disons ici chez nous, non, que ça va aller. Ça va aller. Oui, on pousse, on met la cale pour que ça ne redescende pas. Donc nous l'utilisons. L'essentiel, c'est d'avancer. Il faut avancer. Donc c'est un peu cela que cette pensée positive qu'il faudrait garder. Et il faut la distinguer de la pensée, de la méthode de Couloué-Émile, qui, lui, oublie la négation. Oui. Dans notre approche, nous rappelons au lectorat que la négation ou la difficulté peut survenir. Oui, si ça survient, il faut l'utiliser comme une matrice de croissance. Oui. Il faut l'utiliser comme un élément qui vous permet, malgré tout, d'aller de l'avant. Alors, si un auditeur nous écoute en ce moment, il traverse des moments difficiles, est-ce qu'on va lui dire, garde cette pensée positive, que tout ira et tu vas surmonter? Est-ce que seule la pensée positive permet de surmonter les obstacles, les difficultés qu'on rencontre? Bon, je ne dirais pas que uniquement la pensée positive permettra de... C'est l'un des éléments. Parce que prendre conscience déjà qu'on a des ressources, parce que c'est très important. Oui. Nous vivons parfois des vies... je vais dire une vie imparfaite ou une photocopie, comme je viens de le dire tout à l'heure, alors que, parce que nous méconnaissons ces potentialités que nous avons en nous. La Bible nous enseigne que Dieu nous a créés en nous donnant à chacun des talents. Oui. Et parfois, on ne connaît pas ces talents-là. Comment on va développer? Et nous nous rappelons ce qu'il avait dit à ces personnes. Ceux qui n'avaient pas développé les talents ont retiré même ce qu'ils avaient pour donner à celui qui a pu exploiter. Donc, il faut chercher à connaître parfois on s'entête dans un chemin qui n'est pas le nôtre parce qu'on n'a pas pu déceler quels sont nos réels talents. Oui. Parce que quand on détecte sa mission de vie, tout est plus facile. Maintenant, si on est dans une mission autre, les choses seront plus difficiles, on peut aller de l'avant. Donc, je ne dirais pas à l'auditeur d'avoir seulement la pensée positive, de prendre conscience déjà de sa situation, de savoir qu'il a des ressources en lui. Et avec lui, si on a un cadre, on va déceler, parce que parfois, un peu comme Socrate, on décèle avec l'individu, quelles sont ces potentialités-là. Vous voyez, parfois, lorsque je rencontre des enfants, ou même des adultes, parce qu'au début de ma formation, j'aime toujours dire que chacun se présente avec une qualité. Ils ne connaissent pas leur qualité.
mais ils sont prêts à dire « Ah, je suis arrogant, je suis impulsif ». Ils ont connaissance de beaucoup plus de leurs défauts. Leurs défauts. Voilà. Est-ce que c'est pas finalement parce que la société leur jette ça régulièrement au visage? Oui, on pourra le dire aussi un peu comme ça, parce que de toutes ces 4 intelligences que nous connaissons, laquelle des intelligences est plus développée à l'école? Le quotient intellectuel. Vous voyez le quotient d'adversité, le quotient social, le quotient émotionnel. Est-ce qu'on nous développe ça? Non. C'est pour ça que vous allez trouver des gens, même très grands, ils n'ont pas cette capacité à gérer leurs émotions. Donc l'émotion à fleur de peau. Et ça ne permet pas de relationner facilement avec les autres. Mais lorsque vous arrivez parce que c'est un chemin toute la vie, hein, c'est tout un chemin. On va rencontrer des petits moments de difficulté, mais être concentré à l'essentiel. Par contre, le quotient intellectuel, chez beaucoup d'entre nous, ça a été bien développé. Donc, à un moment, il faut penser à travailler sur soi-même. Quand on s'aime, il faut apprendre à travailler sur soi, à découvrir ses talents, à les exploiter et à vivre dans cette vie pleine de sens, à se révéler véritablement tel que Dieu avait voulu au monde entier. Et la puissance de la pensée ne s'arrête pas seulement à quelquefois penser positif, mais également avoir une idée assez claire, assez précise de là où on veut aller. L'idée de ce qu'on se redessine, j'allais dire, de ce qu'on se projette. Est-ce que je veux être ministre, gouverneur demain? Est-ce que je veux être un avocat de grande carrière? Il faut déjà que tout cela passe par l'esprit. Il faut passer par l'esprit et aller un peu au-delà, se rapprocher de ces ministres. Oui. Comment ils ont fait? Parce que si on veut emprunter une trajectoire, il faut toujours chercher à connaître comment nos prédécesseurs ont fait. Et apporter notre touche aussi personnelle. Donc, il faut déjà se rapprocher aussi de ces gens-là et définir des objectifs. C'est pour ça que vous allez voir, à la suite de l'ouvrage, il y a des lois pour développer l'efficacité personnelle. Donc, vous allez fixer des objectifs et vous rassurer chaque jour que vous allez dans le cadre de vos objectifs. Pas réaliser un jour et peut-être taper un mois, puis rien faire et s'attendre au résultat. Et peut-être revenir plus tard, Ouais. alors qu'on a lâché la routine et la dynamique qu'on avait eu à prendre. Alors, il y a également la gratitude. Oui. Nous avons constaté que la gratitude permet à l'homme, à l'individu en général, d'être content, d'être heureux et d'aller encore plus de l'avant. Lorsque on se réjouit de ce qui a été fait, se dit quand vous apprenez un peu les accords Toltec, on dit il faut faire de son mieux. Et quand on fait de son mieux, il faut en être content, en être conscient. Et dans l'ouvrage, dans la deuxième partie, on parle beaucoup plus de mindfulness, qui est la pleine conscience de ce moment présent. Oui. Parce que parfois, comme nos histoires, les individus sont coincés, emprisonnés par le passé. Le passé est passé. Il peut être utilisé comme un élément majeur pour aller de l'avant. Mais le passé est passé. Mais il est passé. Ça ne servira à rien de se morfondre par rapport à hier. C'est pour ça que lorsque vous lisez aussi la première partie avec l'histoire de Todd, il dit « hier est fini ». Laisse hier. Et parfois, vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il stresse pour demain. Demain n'est pas encore là. Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Il faut vivre l'instant présent. Il faut vivre l'instant présent pour pouvoir reposer dans les jalons de demain. Et cette possibilité aussi de corriger les erreurs d'hier. Parce que si vous n'arrivez pas à identifier ce qui n'a pas marché hier pour corriger, en vous morfondant, en vous apitoyant, ça ne pourra pas résoudre le problème. Donc, il est important de bien vivre l'instant présent. De bien vivre l'instant présent parce que lorsque vous êtes focalisé soit à l'avenir, soit au futur, vous perdez beaucoup d'opportunités qui pourraient vous aider. Du présent, avancer. Qui pourrait vous aider à aller un peu plus de l'avant. Alors, s'il y avait un proverbe ou une citation qui résume votre philosophie de vie? Je dirais le bonheur réside dans cette capacité à transformer les difficultés de la vie en élément, en levier de réussite. Parce que nous vivons dans une société aujourd'hui, que ce soit en famille, en entreprise, le stress est croissant. Et si on n'arrive pas à changer son regard sur les épreuves de la vie, sur les difficultés,
on ne va pas vivre sa vie. On va vivre une vie caricaturée. Et demain, lorsqu'on sera peut-être de l'autre côté, on va se dire que pourtant j'aurais pu faire autrement. Beaucoup de regrets et des remords. Oui. J'aurais pu, j'aurais dû. Donc à tous ceux qui écoutent, qui ont traversé des moments difficiles ou qui sont traversés par le doute, moi je leur dirais, ce n'est pas grave, tout n'est pas fini. Prenez conscience que vous êtes passé à l'école de la vie. Tirez-en les leçons nécessaires. Parce que parfois, on ne s'interroge pas. On ne voit pas ce qui n'a pas marché. Tirez les leçons nécessaires et utilisez cela pour aller de l'avant. Lorsque vous lisez, j'ai beaucoup aimé la technique japonaise, le kintsugi, qui, pour eux, lorsque les objets en céramique se brisent, ils ne jettent pas. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils prennent l'objet, ils essayent de coller les fissures, pas avec n'importe quoi, avec de l'or. Avec de l'or. Avec de l'or. Et ça permet donc de donner une nouvelle vie à ce qui semblait être déjà brisé. Et même plus de valeur. Ah oui. Donc, j'ai pas manqué de parler de cette technique que je trouve vraiment bien comme un résumé aussi de ce que nous avons évoqué dans la première partie surtout. Je dois avouer que on a parlé de si peu de choses, car le livre est immense, de par sa profondeur, de par les contenus. Et c'est un livre nécessairement que je recommande. Heureusement, nous sommes au mois de décembre. Il faut l'offrir en guise de cadeau à un frère, à un proche. Et c'est sûr que la personne vous remerciera. Surtout si la personne traverse des moments difficiles et semble avoir perdu espoir. Et pourtant, de l'espoir, il faut toujours l'entretenir. Il faut toujours entretenir de l'espoir et se dire que demain n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui n'est pas hier. Et donc, nécessairement, chaque fois qu'on se réveille, c'est une nouvelle opportunité de changer le monde et notre environnement. Si l'auditeur devient lecteur, quel est l'enseignement? Quelle est la phrase culte que vous souhaitez que celui-ci garde en refermant le livre? Si vous regardez à la dernière partie là, j'ai émis ce vœu que le lectorat ne soit pas juste là pour lire, mais qu'après la lecture, une nouvelle vie puisse commencer. Parce que si cela ne se fait pas, j'aurais une petite amertume. Et j'ajoute également que l'ouvrage n'est pas juste pour ces personnes qui traversent des moments difficiles ou qui ont du mal à rebondir après la difficulté, mais aussi l'ouvrage s'adresse à ceux-là qui veulent révéler au monde la meilleure version d'eux-mêmes. Ceux-là qui veulent apprendre à plus s'aimer, ceux-là qui veulent apprendre à avoir plus confiance en eux et explorer, à découvrir même leur mission de vie et vivre pleinement cette vie originale, différente de la photocopie. Je rappelle que ce livre est publié aux éditions de Midi, et donc le livre est nécessairement disponible à cet endroit-là, ainsi qu'à la librairie des peuples noirs, pour ceux qui souhaitent notamment l'avoir. Peut-être un contact téléphonique au cas où. Ok, je réponds au 675 62 88 66. On va reprendre le numéro. 675 62 88 66. Diane Juliette Fotso, merci d'être passée à la radio et surtout bonne suite avec le livre Vivre dans l'expectative du meilleur pour mieux se construire. Je dois avouer que déjà le premier livre avait eu un impact particulier parce que de résister aujourd'hui aux managers toxiques, c'est pas évident. Toujours est-il que celui-ci aura également, on l'espère, le même succès. Un dernier mot pour la route. À toi qui traverse des moments difficiles, qui vit des débâcles de l'existence, à toi qui voudrais t'aimer encore plus, à toi qui voudrais t'aligner à ta mission de vie, je te conseille de lire ce livre et tu comprendras par la suite que cette vie n'est pas à vivre
de manière à être un spectateur du bonheur des autres, du succès des autres, à être spectateur de sa propre vie, mais en être acteur. Merci. Merci à vous.